12 années avaient passé depuis qu'il avait fermé la porte de cette maison. 12 ans pendant lesquels il avait mesuré le monde à la valeur des contrats et des fenêtres d'opportunité, puis appris, plus tard que nécessaire, qu'on ne peut racheter l'absence comme on achète une montre. Ce matin-là, Marc serrait un bouquet dont les fleurs commençaient déjà à faner, comme si l'effort même d'arriver au bout de la rue avait usé la fraîcheur. Sa voiture, discrètement étrangère, brillait sous le soleil bas. Sa montre, sous la manche, avait l'anneau froid de l'argent. Mais l'odeur qui l'envahissait quand il fermait la portière était celle des pins et de la terre chauffée. Il se tenait devant la porte en bois, fissurée, petite, exactement comme il l'avait laissée, ou du moins comme il l'imaginait encore, figée dans la mémoire. Un enfant riait au loin. Le son entra en lui comme une piqûre. Il frappa. La porte s'ouvrit. Carmen apparut d'abord comme une ligne franche, bras croisés, visage fermé, cheveux relevés, le tablier encore taché. La fatigue dans son regard n'avait rien de décoratif. Elle portait les marques de 10 ans de petite nuit et d'efforts constants. Elle le regarda, rapide comme on jauge un inconnu qui se permet de se présenter chez vous. Puis quand elle reconnut ses traits, sa mâchoire se durcit. Les mots ne vinrent pas tout de suite. Autour d'eux, la cour basse, le mur lézardé, une balançoire qui grinçait. 2 garçons jouaient près du pommier. L'un courait après un ballon, l'autre tenait un livre sous le bras, le pouce tenant la page. Ils avaient l'habitude. Ils avaient l'air si ordinaire que Marc eut l'impression, pour un instant, qu'il avait rêvé la vie qu'il avait quittée. Un silence, puis Carmen, « Qu'est-ce que vous voulez, Marc ?» Sa voix était sèche, contenue comme un robinet clos. Il sentit la culpabilité le serrer, comme un vêtement trop petit. « Je suis venu te voir. » Il tendit le bouquet, sa main tremblait légèrement. « Je voudrais parler. » Elle prit le bouquet sans le remercier, sans s'étonner même qu'il tienne encore à ces petites choses ordinaires. Son regard passa de son visage au garçon. C'est alors qu'il les vit vraiment. Ils n'étaient pas des copies parfaites, mais il y avait des détails qui revenaient comme des refrains. La même carnation, les mêmes yeux foncés aux paupières lourdes, le même pli de sourire, cette petite fossette au menton qui, selon la lumière, dessinait un croissant, exactement comme la petite marque qu'il avait remarquée, enfant, sur lui-même quand il riait. Il sentit son propre souffle bloqué. Un voisin, Monsieur Bernard, qui portait sa casquette et tirait son chien en faisant les 100 pas devant sa porte, leva la main. « Eh ben, regarde un peu ça, c'est la copie conforme, hein ?» Sa phrase était livrée sans malice, comme une constatation d'évidence. Les enfants riaient, insouciants. « On dirait bien, mon garçon. » Bernard s'approcha, posa une main rugueuse sur l'épaule de Marc. « Ils ont grandi comme toi autrefois. » La réaction de Carmen fut instantanée, une défense instinctive. Elle sentit le danger dans la manière dont les regards s'étaient tournés vers ses enfants. « Ce n'est pas ton problème, » dit-elle, mais en dessous, sa voix laissait entendre autre chose. La peur de l'histoire qui recommence, la peur des conséquences quand un nom perdu revient. Marc chercha des mots moins tranchants que la vérité, des formules qui adouciraient à l'instant, mais il n'en trouva pas. « Je suis revenu parce que je veux expliquer pourquoi je suis partie, Carmen. Je ne veux pas. » Les mots s'étiolèrent. L'accumulation d'années ne tenait pas dans une phrase. Il avait été capable, autrefois, de tout rationaliser. Maintenant, il ne trouvait que des aveux mal ordonnés. « Je sais que je n'ai pas le droit d'attendre le pardon. Je suis venu pour voir. » Il indiqua d'un geste incertain les garçons. Carmen recula de quelques pas. « Tu es venu pour te donner bonne conscience? Te regarder dans le miroir du village ?» Sa colère était comprimée, mais il y avait de la glace dans chaque syllabe. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de jouer au gentil. Tu es parti, Marc. On a survécu. » Les mots étaient précis comme des pierres. Ils frappèrent Marc plus fort encore que la porte qui se referma presque tout de suite, claquant comme un verdict. Dans le geste de Carmen, dans le claquement sec, il y eut tout ce qu'il avait fui et tout ce qu'il n'avait pas pensé à emporter avec lui. La colère, le défi, le refus d'être sauvé par un geste tardif. Il resta planté sur le perron, le bouquet désormais inutile, et sentit autour de lui les regards du village, qui pesaient et jaugeaient. Bernard, incapable de tenir la conversation plus longtemps, fit un pas en avant et déclara, sans crainte de blesser, « Faut pas lui lancer la pierre tout de suite, Marc. Il est venu. On verra bien ce qui sortira de tout ça. » Sa voix portait la fatigue d'un homme qui avait vu beaucoup de choses et qui savait que la vie aimait les retournements imprévus. Marc comprit, alors, que ce qu'il avait imaginé comme une scène brève, un aveu, un pardon, un départ, serait un chemin.
Il ne revint pas pour des excuses bien faites. Il revint parce qu'il portait désormais ce poids qui le suivait dans les hôtels de luxe et dans les salles de réunion, et qui n'avait pas de prix sur un compte. Les chiffres ne disaient rien sur le coup du vide. Il prit une décision qu'il ne savait pas encore s'il pourrait tenir. Rester en ville quelques jours, voir. Il se gara un peu plus loin, prit quelques photos de la maison, de la balançoire, comme si l'appareil pouvait capturer la vérité des lignes. La nuit suivante, il dormit mal. Des images revenaient, sa main tenant la clé, la porte qui se ferme comme une cigarette écrasée, la place vide sur le lit. Le lendemain, avant même d'avoir avoué quoi que ce soit à lui-même, il prit contact avec quelqu'un qu'il connaissait, un dossier discret dans un stabilo. Un enquêteur privé, discret, qui connaissait le village et ses habitudes. Mais faire appel à un professionnel n'était pas la première chose qu'il préférait. Il voulait voir, de ses propres yeux, tout ce qu'on lui avait dit. L'enquêteur pouvait attendre. La curiosité et la culpabilité le poussèrent à des veilles plus prosaïques. Avant d'en dire plus, une chose, si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour la suite. Les jours qui suivirent furent faits d'observations, d'instants volés au rythme ordinaire d'une vie qu'il avait désertée. Marc se souvint, avec une douleur presque physique, de la manière dont il apprenait à connaître un lieu en petites touches, en détails minuscules, qui, assemblés, formaient un portrait. Il commença par assister au marché du samedi, surveillant la maison de loin, puis plus près, s'arrêtant au café où Bernard venait toujours s'asseoir pour boire son petit noir. Il regardait les allées et venues des voisins, entendait les rires des enfants comme des notes qu'il ne pouvait plus rattraper. Il observa une après-midi, de l'autre côté de la place, Lucas sur un terrain vague, en train de dribbler un ballon avec une maladresse enthousiaste. Le garçon avait un front large, des sourcils qui ne dissimulaient rien. Sa manière de courir, l'autorité qu'il prêtait à ses gestes, faisait penser à un chef d'équipe en devenir. À côté, Noah, plus réservé, lisait un livre à l'ombre d'un mur, les genoux repliés, l'air sûr d'un lecteur qui connaît déjà certains mondes. Marc s'approcha sans l'annoncer quand Lucas chuta, recevant une entaille au genou. Le garçon garda les larmes en équilibre, mais la douleur était réelle. Marc, avec la maladresse de l'intrus, sortit un mouchoir de sa poche, et avant d'avoir réfléchi, s'agenouilla pour aider à nettoyer la plaie. Les doigts de l'enfant sentirent le tissu, puis la présence. « Ça fait mal ?» demanda Marc, sa voix plus timide qu'il ne l'aurait voulu. Lucas leva les yeux. Dans ce regard, quelque chose s'éclaira. Curiosité, défi, un petit soupçon d'espoir. « Ça va, dit-il, mais sa mâchoire se serra. Les autres gamins, qui avaient assisté à la scène, reculèrent à l'idée d'une promesse inconnue. Carmen, qui avait fini par remarquer un inconnu près de ses enfants, arriva en courant, fausse aux yeux creusés par la peur. Elle attrapa Lucas par l'épaule, le tira contre elle comme pour vérifier que tout allait bien. Quand ses yeux croisèrent ceux de Marc, il y eut tout le poids d'une histoire qui n'avait pas besoin d'être encore racontée. Marc sentit la honte et l'envie se mélanger. La pudeur de Carmen n'était pas seulement colère, c'était un mécanisme de survie. Elle avait appris à tenir son monde fermé. Il voulut prodiguer des explications. Le temps, le travail, l'aveuglement de la jeunesse. Mais il comprit que face à la protection maternelle, les discours ne pesaient rien. Il prit pourtant la décision de ne pas fuir. Il laissa son numéro sur une feuille de papier, discrètement glissée dans la chaussette du panier à vélo près de la maison, avec l'intention inconsciente que si jamais on avait besoin d'aide, on pourrait le joindre. Il n'imaginait pas vraiment que la chose fonctionnerait. C'était un geste, un petit pont. Il ne savait pas encore combien de ponts il faudrait construire. Les jours se transformèrent en routine d'observations silencieuses et de gestes discrets. Il se mit à connaître les horaires d'école, il repéra la directrice, Madame Patricia, qui tenait une petite papeterie d'un côté et une efficacité douce de l'autre. Il vit aussi Madame Rose, qui gardait parfois Noah dans l'après-midi, regardant son livre avec indulgence. Le village, qui s'était souvenu de lui comme d'un garçon parti trop vite, était partagé. Certains murmuraient que l'argent changeait les choses, d'autres voyaient dans son retour la trace d'un homme qui voulait réparer. Les voix du village n'étaient jamais complètement unies. Comment pourraient-elles l'être quand il s'agissait de la chair et du sang d'une femme qui avait fait le choix de rester? Marc, pragmatique dans l'art de l'observation, commença à nouer de petites complicités, payer, anonymement, une révision de vélo au garagiste du coin, emmener sans le dire une caisse de lait au petit commerce pour la famille. Proposer à Madame Rose d'acheter un livre pour Noah qu'il avait noté dans la poche du manteau d'un matin. Ce n'étaient pas des gestes grandioses, ils n'étaient pas faits pour impressionner.
Ils étaient faits pour être silencieux, mais il apprit rapidement que la présence, même anonyme, laisse des traces. Carmen sentit parfois une aide qui tombait du ciel et qui, au lieu d'apaiser sa colère, la piquait davantage. Pourquoi une aide arrivait-elle sans explication? Qui donnait sans pouvoir soutenir un regard? Un après-midi, il entra dans la librairie où Noah passait ses pauses. Le garçon feuilletait un roman d'aventure avec une régularité qui ressemblait à de la dévotion. Marc, qui avait appris à parler peu, se tint à côté et commenta délicatement le livre. « C'est un bon choix, cet auteur sait parler des voyages et des retours. » Noah leva les yeux, méfiant d'abord, puis curieux. Leur conversation fut courte, faite d'échanges sur les personnages plutôt que sur les gens. Noah confia d'une voix timide « J'aime les histoires où quelqu'un revient. » Marc sentit son cœur se serrer. « Moi aussi, » répondit-il simplement. Ce « moi aussi » n'était pas une revendication, juste une résonance entre deux solitudes différentes. Les garçons, à la longue, commencèrent à accepter qu'il fût présent. Pas comme l'homme qui réclamait un droit, mais comme une figure un peu mystérieuse qui connaissait l'auteur préféré de Noah, ou qui connaissait un coin tranquille, où on pouvait jeter un ballon sans que la fenêtre de la maison ne se brise. Lucas, toujours le plus téméraire, testait les limites. « Vous habitez où ? Pourquoi vous venez ?» demandait-il parfois, avec l'insouciance qui met à découvert. Marc, plusieurs fois, hésita entre confesser la vérité et préserver l'instant. Il choisit l'humilité. « Je ne suis pas d'ici pour l'instant, » disait-il. « Je regarde. » Carmen observait sans lâcher. De temps en temps, elle confrontait Marc d'un regard qui questionnait ses intentions. Une fois, elle l'accosta en retrait, lorsqu'il tenait un ballon offert par Lucas, et lui dit, sans voix, « Si vous pensez que l'argent suffira. » Elle laissa la phrase en suspens. Il hocha la tête, la gorge nouée. « Je sais que l'argent ne remplace rien. Je veux prouver ma constance. » Sa voix était basse, comme une promesse faite dans une chapelle vide. Elle ricana, incrédule. « Les promesses, on en a déjà entendu, tu sais. » Il y eut un moment clé, petit et brutal de vérité, qui éveilla chez Marc la sensation qu'il n'était plus uniquement un spectateur. Un soir, alors qu'il rentrait à sa chambre louée en ville, il aperçut Noah, assis sur le perron, le visage penché sur une lampe, écrivant de petites phrases sur des feuilles. Marc s'approcha et se pencha sans effrayer l'enfant. « Tu écris quoi ?» demanda-t-il. Noah leva les yeux surpris, puis avec prudence, montra une page où l'on lisait 2 lignes maladroites d'un conte. Un garçon qui part, un garçon qui revient. La simplicité du texte le transperça. Marc resta un long moment à regarder ces mots. Il pensa aux valises qu'il avait remplies autrefois. Il pensa à toutes les fois où il avait cru que le départ était une solution. Les premières fissures dans sa propre carapace vinrent à la maison. Tard, quand il revint en ville pour signer des contrats et dut mentir à ses interlocuteurs. Parler de chiffres avec des mains qui tremblaient, marchander des termes, dans des cafés où l'on parlait d'action et d'acquisition, tout cela lui semblait désormais distant, presque grotesque. À chaque fois qu'il revenait au village, ses pas étaient plus lourds, mais son attention plutôt plus fine. Il commença à tenir un petit carnet dans lequel il notait des choses. Le temps qu'il passait au parc, le nom des professeurs, la façon dont Lucas bâillait après une longue course, comment Noah plissait le nez en lisant les descriptions. Il avait envoyé l'enquêteur pour obtenir des éléments concrets, parce qu'il y a des moments où la raison réclame une base factuelle. Mais il craignait le moment d'utiliser ces faits comme des trophées. Les rapports préliminaires revenaient timides. Témoignages, dates, coïncidences. Bernard, que Marc avait croisé tant de fois depuis son retour, avait été un témoin, mais sa voix restait rustique, dépourvue d'illusions. Les enfants, ils ont ton regard. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'ils ont une mère qui les a élevés sans ton aide. La franchise était sans maquillage. Marc comprit qu'aucune vérité ne serait plus irréfutable que la réalité quotidienne. Le bain du soir, la soupe sur la table, la propreté des vêtements, les mots d'encouragement. Il y eut une journée qui, pour Marc, fit basculer la relation du stade de l'observation à celui d'un engagement plus concret. Lucas s'était fait une entorse en jouant au football. La douleur l'avait cloué sur le côté du terrain, ses larmes perlant à la commissure des yeux. Carmen, occupée à la cantine où elle travaillait ce jour-là, ne pouvait pas partir immédiatement. Devant la détresse, des parents s'étaient rapprochés, hésitants. Marc, qui se trouvait au coin du terrain, s'approcha. Il avait appris entre-temps à contenir ses gestes. Pas trop vite. Il s'agenouilla, constata l'enflure, proposa calmement d'aider à porter l'enfant.
Les autres parents se regardèrent, surpris par son empressement. Et peut-être, pour certains, intrigués par la générosité qui n'était pas leur habitude. Carmen arriva peu après, rouge de fatigue et d'inquiétude. Elle regarda Marc prendre Lucas par les épaules et le soutenir. « Laissez, je m'occupe de lui », lança-t-elle d'abord. Sa voix vacilla quand elle vit son fils pâlir. Elle ne le connaissait pas. Il s'était pourtant montré utile. Elle savait que refuser l'aide dans ces moments revenait parfois à se condamner à la solitude. Après un bref moment de défi, elle se laissa faire et suivit Marc jusqu'à la voiture. Ils parlèrent peu. L'ambulatoire se fit dans le silence respectueux d'un accord tacite. Il avait aidé et elle l'avait accepté. Ce soir-là, à la maison, elle regarda Lucas dormir, son petit visage serré dans l'oreiller, et pensa aux implications. Le monde avait soudain rétréci, et puis, d'un seul coup, s'était ouvert à des possibles indésirables. Cette acceptation ne fit pas taire les doutes. Le lendemain, au café, Marc surprit une conversation. « Il est revenu. Mais pourquoi maintenant ?» demanda quelqu'un. « L'argent peut tout, paraît-il, » dit un autre, plus cruel sans le vouloir. Marc sentit la bile monter, mais il sut qu'il ne pouvait plaire à tout le monde. Il n'avait pas l'intention d'acheter l'opinion du village. Il voulait construire un espace où la confiance pourrait peut-être renaître. Il décida dès lors que sa constance ne serait pas une série d'efforts ponctuels et spectaculaires, mais un quotidien lent et présent. Les premiers mois furent une succession de petites victoires et de reculs. Parfois, Carmen acceptait qu'il conduise les enfants à l'école quand sa vieille voiture tombait en panne. Souvent, elle refusait tout dialogue et changeait de trottoir pour éviter qu'il ne la croise. Il avait mis de côté son impatience. Quand elle le forçait à la distance, il respectait. Quand elle consentait à un court échange, il se montrait attentif aux détails de sa vie. La manière qu'elle avait de parler des factures, le nom des employeurs temporaires, les projets que les enfants entretenaient dans les rares moments calmes. Il commença à signer des chèques, discrètement, pour réparer la toiture qui fuyait. Mais chaque geste d'aide financière était précédé d'une conversation, courte et humble, parce qu'il avait appris que l'argent sans parole ressemblerait toujours à un sauf-conduit. Il proposait, elle choisissait, c'était son droit. Noah, plus prudent, éprouvait Marc à sa manière. Il l'interrogeait par des questions fines, sur l'enfance, sur les livres. Marc répondait honnêtement, sans enjoliver. « Pourquoi vous êtes parti ?» demanda parfois le garçon. « Parce que j'ai cru que je devais partir pour réaliser quelque chose, » répondit Marc. Noah fronça les sourcils. « Et maintenant ?»« Maintenant j'apprends que ce n'est pas la même chose de réaliser et de réparer, » dit-il. Le garçon le contempla comme on regarde un phénomène curieux, un objet précieux mais dont on n'est pas sûr de se saisir. Parfois, la tendresse naissait de gestes dérisoires, non ? Marc ramenait des pommes que Carmen n'aurait pas achetées, apprenait à réparer la fuite d'un robinet, conseillait un artisan qui passa un après-midi à reboucher une tuile. Il le fit parce que le temps avait fait naître en lui ce besoin profond de compenser l'absence par la présence. Et peu à peu, dans la manière dont Lucas le regardait quand il riait, ou dont Noah cherchait sa compagnie pour des discussions sur des romans, Marc sentit une autre chose grandir. Non pas la certitude immédiate d'une filiation prouvée par un test, mais la reconnaissance de signes qui se répondent. La petite fossette au menton, ce rire qui se courbe pareillement, la façon qu'ils avaient de tenir un livre, toutes ces correspondances n'étaient pas des preuves irréfutables, mais elles suffisaient à construire une histoire plausible. Dans ce village, les gens se reconnaissent à leurs gestes. Un soir, la directrice de l'école, Madame Patricia, qui avait toujours regardé la situation avec neutralité, invita Marc à une réunion informelle. Elle n'était pas du genre intrusive, mais elle avait le sens du concret. « Vos intentions ne nous regardent pas plus que les miennes. Mais si vous voulez vraiment aider, faites-le pour eux, pas pour vous, » dit-elle. Sa voix n'était ni douce ni hostile. Elle était exigeante. Elle connaissait l'équilibre fragile d'une communauté où chaque action peut peser lourd. Marc accepta la mission de la réponse concrète. Il proposa d'entretenir la cour de l'école, de fournir du matériel, de participer aux sorties quand il le pouvait. Madame Patricia observa ses mains, son visage, puis hocha la tête. Elle aurait voulu plus de temps pour juger. Elle avait vu des retours d'hommes et d'autres histoires où la bonne volonté s'étiolait vite sous le poids des années. Elle prit son temps. Pour la première fois depuis son retour, Marc se sentit engagé dans quelque chose qui le dépassait. Il n'était plus seulement un entrepreneur de son propre destin. Il était peut-être le début d'un nouveau chapitre pour une famille qui avait appris à naviguer seule. Ce poids lui pesait, mais il le portait désormais sans détourner le regard. Chaque matin,
Il mesurait ce qu'il pouvait faire pour alléger la charge de Carmen sans vouloir la remplacer dans sa dignité. Et puis vint le jour qui change une routine en un passage. Une lettre anonyme laissée sur le pas de la maison. Elle n'était pas hostile, au contraire, elle portait la signature d'un voisin. On vous voit, faites ce qu'il faut, pas seulement ce qui brille. Carmen la déplia, ferma les yeux et la laissa sur la table comme si ces mots étaient des cailloux. Marc, qui avait entendu parler de la lettre par le biais d'un regard croisé, se rendit compte de la brutalité du chemin qu'il avait entrepris. Pour se tenir droit face à des décennies d'absence, il lui faudrait plus que des gestes ponctuels. Il allait falloir une consistance quotidienne faite d'heures et de petites attentions. L'histoire ne s'arrêta pas après ce geste. Il y avait encore des refus, des soupçons, des nuits où les enfants pleuraient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui. Il y avait aussi des moments où, sans calcul, Lucas vint s'asseoir près de lui sur un banc, la fumée d'une voiture au loin, et lui demanda des choses sur son enfance. Des moments où Noah glissa un dessin dans sa main, un bateau sur lequel était écrit « Papa » d'un trait d'enfant timide. Ces petites choses étaient des épingles sur lesquelles se tissait une possibilité. Marc sut alors qu'il ne pourrait pas repartir, pas sans avoir essayé. Il avait devant lui, non pas une rédemption instantanée, mais une route longue et fragile. Carmen, elle, continua d'être ce pilier silencieux. Elle acceptait parfois l'aide et la refusait d'autres fois. Elle ne permit pas que l'argent devienne la clé. Quand Marc proposa d'aider à payer pour des lunettes que Noah devait avoir, elle refusa d'abord, craignant une dérive. Puis après une longue discussion où il parla de manière humble et sans promesse grandiose, elle accepta sur une condition. On fait ça ensemble, pas pour que tu rachètes quoi que ce soit, pour eux. C'était une frontière claire, un pacte d'honneur. Il accepta. À la fin de cette première période, Marc se trouva souvent tard le soir assis sur le perron opposé à la maison, regardant les lumières s'allumer, écoutant les respirations. Il avait appris à lire les silences. Parfois, il se permettait de toucher la petite fossette au menton d'un vieux portrait dans sa mémoire, comme si ce geste pouvait faire naître du vivant. L'histoire avait pris un rythme de ruisseau. Elle se frayait un chemin, parfois en se heurtant à des pierres, mais sans jamais cesser de couler. C'était là que la route devait bifurquer. Il restait beaucoup à faire. Des preuves de constance seraient nécessaires. La confiance ne se rattrape pas dans une nuit. Carmen continuerait de protéger ses enfants, le village continuera de juger, et Marc devra apprendre à être présent sans exiger. Mais quelque chose, une graine silencieuse, avait germé. Il l'avait vu dans le rire de Lucas, dans le regard concentré de Noah, dans la main de Carmen qui avait, une fois, posé la sienne sur la sienne sans lever la voix. C'était fragile, mais c'était réel. Marc sut, plus sûrement qu'il ne l'avait senti depuis longtemps, qu'il ne pourrait plus partir. Les mois qui suivirent ne furent ni linéaires ni rapides. Ils ressemblèrent davantage à l'entretien d'un jardin ancien. Arracher les mauvaises herbes, arroser quand il faut, accepter que certaines graines ne poussent jamais. Marc apprit à vivre avec cette attente. Chaque jour, il se présentait comme on tient une promesse renouvelée. Il commença par accepter des refus. Carmen posait ses limites, les définissait sans amertume excessive, mais avec une fermeté qui ne souffrait aucune négociation. « Je ne veux pas qu'on achète leur loyauté », lui dit-elle une après-midi, les mains encore humides du lavage qu'elle venait d'étendre. « Si vous voulez être avec nous, c'est pour rester. Si c'est pour disparaître à la première difficulté, vous m'épargnez vos gestes. » Marc hocha la tête. Il avait goûté trop de réussite facile pour comprendre que certaines paroles ne suffisaient pas. Il préférait désormais montrer. Les présences répétées finirent par dissoudre des peurs. Quand le van de la cantine eut un pneu crevé un soir de pluie et que Carmen devait rester jusqu'à tard pour compenser, Marc apparut au coin de la rue, l'ombre d'un imperméable, portant 2 couvertures et une cafetière chaude. Il n'y eut pas de grand discours. Il en avait appris l'inutilité. Il s'assit à distance, remua le café, fixa la pluie et resta. Le geste fut petit, inutile de prime abord, mais pour Carmen, il fut la preuve que l'aide ne se réduisait pas à une somme déposée sur un compte. Le village, observateur attentif, commença à reconnaître un rythme. Madame Patricia, la directrice, qui prenait rarement parti, accepta de laisser Marc s'inscrire sur la liste des bénévoles pour accompagner les sorties scolaires. Sa présence eut l'effet d'une pierre lancée dans un lac. Des cercles s'élargirent. Il s'asseyait à l'arrière du car, jouait les rôles de surveillance et de médiateur, et apprit à apprendre les enfants autrement qu'en pensée abstraite. Les enseignants notèrent bientôt que les 2 garçons étaient moins tendus après certaines sorties.
Ce ne furent pas des miracles, seulement des constats sobres. Il y eut aussi des incidents, des tests de la nouvelle réalité. Un soir, lors d'une répétition au club de foot où Lucas jouait, un des adversaires se montra brutal. La tension monta. Des mots durs furent lancés. La colère menaçait de dégénérer. Marc, qui n'avait pas d'enfance héroïque à défendre, ni la gloire d'une équipe à protéger, posa sa main sur l'épaule du garçon et parla d'une voix calme. « Arrêtez, ce n'est pas comme ça qu'on montre ce qu'on vaut. » Quand il emmena Lucas hors du terrain, le gamin accusa, puis pleura à moitié parce qu'un homme qu'il connaissait à peine venait de le tenir. Carmen, qui était venue pour l'avoir joué, croisa le regard de Marc dans la pénombre des projecteurs. Il comprit qu'elle cherchait à jauger l'âme, pas l'argent. Il y eut une rencontre clé que personne n'aurait pu prévoir. C'était l'une de ces soirées de marché où les étals sentaient la pâte chaude et où les lampions balançaient une lumière douce. Marc se trouva face à une femme qu'il connaissait de nom. Maria, l'ancienne sage-femme du village qui n'exerçait plus que par habitude, aidant parfois les femmes enceintes et conseillant qui lui demandaient. Elle s'approcha de lui sans hâte. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle, sans emphase. Ses yeux plissés laissaient deviner beaucoup de souvenirs. « J'ai aidé ta Carmen quand elle avait besoin de quelqu'un. Elle avait un visage décidé, mais elle était seule. » Maria lui raconta sans jugement qu'elle se souvenait des mois où Carmen avait attendu, parfois parlant au mur, parfois regardant la porte comme si elle cherchait un point d'ancrage. Elle n'apporta pas de certificat, pas de détails administratifs. Elle offrit un récit humain. « Les enfants ont été portés par elle, » dit Maria. « Vous n'êtes pas le seul homme dans leur histoire, mais il est vrai qu'ils vous ressemblent. » La phrase ne scella rien, mais elle posa une vérité discrète. Les personnes du village étaient prêtes à témoigner si la sincérité se montrait. Ce genre de petits appuis fut décisif. Ils ne dirent pas que Marc avait automatiquement tous les droits. Ils firent seulement apparaître une reconnaissance sociale. Les ressemblances ne sont pas preuve absolue, mais elles comptent dans la mémoire commune. Bernard, chaque fois qu'il croisait Marc, ne manquait pas une occasion de glisser un commentaire. On voit bien qu'ils ont ton air quand le soleil tombe. Ce type de phrase n'était ni une condamnation ni une absolution. C'était un constat qui, peu à peu, construisait une carte morale pour le village. La relation avec les enfants prit des formes concrètes, fidèles et parfois maladroites. Marc s'essaya à cuisiner pour la première fois un plat de pâtes que Lucas accepta avec défi. Noah, de son côté, lui demanda un jour « Vous pouvez m'aider pour un exposé ?» Et Marc, qui avait passé sa vie à expliquer des bilans à des actionnaires, tomba amoureux d'un autre genre d'explication. Comment présenter une idée simplement? Ils passèrent une après-midi entière à découper des feuilles, à dessiner des cartes, à imaginer une histoire sur la migration d'un oiseau. Noah apprit à se confier en petites bulles. Lucas, lui, apprit à accepter qu'un homme puisse être à la fois puissant ailleurs et humble dans l'urgence d'un bobo. Il fallut traverser des moments d'effondrement. Un hiver, alors que les factures semblaient plus lourdes que d'habitude et que la chaudière rendait l'âme, Carmen reçut une proposition de travail loin du village. Une opportunité difficile à refuser pour améliorer les choses. L'idée de partir replongea la famille dans une peur ancienne, repartir, encore, vers l'inconnu. Marc proposa d'aider, non pas en payant pour l'éloignement, mais en investissant dans la réparation de la chaudière et en prenant en charge certains frais temporaires pour que Carmen puisse rester. Elle accepta l'offre au prix d'une condition. Il devait être visible, non caché derrière des virements anonymes. « Si vous êtes avec nous, vous êtes ici, » dit-elle. « On partage les décisions. » Il accepta. La mise en commun des responsabilités transforma les rapports. Marc déposa ses affaires luxueuses. Il garda ce qu'il aimait, mais fit sitôt comprendre que la priorité n'était plus la démonstration de richesse. Sa montre était désormais un objet discret. Sa voiture importée restait à l'extérieur, rarement exhibée. La plus grande richesse qu'il glissait dans la maison, jour après jour, fut son temps. Récupérer Lucas tôt à l'école, rester à la cantine quand Carmen devait travailler tard, assister aux réunions où l'on parlait du devenir des enfants. Il apprit à plier ses journées au rythme des devoirs et des repas. Prodiso. Et puis vint le moment où il réalisa qu'il devait parler à Carmen autrement que par actes anonymes. Ce ne fut pas une demande spectaculaire, plutôt une nécessité tranquille. Ils s'assirent un soir, après que les enfants eurent dormi, la lampe sur la table laissant un halo, et Marc, sans cérémonial, prit la parole. « Je ne veux pas que tu me croies sur parole, » dit-il, « et je comprends que tu aies des raisons de douter. Mais je veux que tu saches une chose, je ne veux pas effacer ton rôle, je veux y ajouter le mien. » Ses mains tremblaient légèrement.
plus d'angoisse que de peur. Carmen le regarda, les yeux calmes, comme si elle jaugeait la qualité d'une matière. « Et si je te disais que j'ai peur que tu changes encore ?» demanda-t-elle. Il répondit par un geste presque enfantin. Il retira la montre, la posa sur la table et la tourna face cachée. « Voilà une chose qui ne bougera pas, » murmura-t-il. Ce n'était pas un symbole inutile, c'était une promesse de petite constante. Le village observa cette évolution comme on lit une nouvelle d'un auteur qu'on aime. Les relations se firent plus franches, mais pas sans heurts. Il y eut une dispute publique, un soir de foire, quand un homme lança une remarque blessante sur le passé de Marc. Carmen, qui n'avait pas pour habitude de se laisser marcher sur les pieds, le réprimanda avec l'acuité d'une mère qui protège l'intimité. Marc vit, pour la première fois, que sa défense n'était pas nécessairement d'intervenir, mais parfois d'écouter, et de laisser Carmen occuper l'espace qu'elle avait bâti seule durant des années. Cet équilibre entre présence et respect de la souveraineté maternelle se raffina avec le temps. Le vrai tournant arriva à l'école, lors d'une réunion où la directrice, Madame Patricia, avait décidé d'aborder le sujet d'une manière claire. Elle convia plusieurs parents, Marc et Carmen confondus, et parla sans ambages. Les enfants ne doivent pas être l'enjeu de nos disputes. S'ils ont besoin de quelque chose, nous nous organiserons. Elle regarda Marc. Si vous êtes ici pour eux, faites-le visible. Nous avons besoin de personnes fiables autour des enfants. Ce n'était pas un paternalisme autoritaire, c'était une invitation à la responsabilité. Après la réunion, Madame Patricia se blottit dans un couloir et glissa à Marc. « Montrez-moi dans les mois qui viennent que vous êtes constant. » Elle ne demanda pas de preuves, seulement de l'endurance. Marc en fut le premier acteur. Il accepta de participer à la kermesse de l'école, non pas en tant que mécène fantôme, mais comme bénévole à un stand de jeu. Il passa la journée à gonfler des ballons, à tenir une table de tir à la corde, à essuyer des larmes et à applaudir. Lucas, qui détenait un talent pour attirer les regards, finit par venir auprès de lui et lui présenta un dessin. Un ballon et 3 silhouettes, une plus petite entre 2 plus grandes. « C'est nous », dit Lucas, pas avec une demande, mais comme une constatation. Noah, qui avait une réserve naturelle, posa un petit livre sur le comptoir avec une dédicace écrite d'un trait. À celui qui raconte des retours. Ces marques timides lui offrirent des cadeaux plus précieux que n'importe quel contrat. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée partagée par le village pour la rentrée des vendanges, Marc organisa une chose qui, pour lui, ne devait pas être un spectacle mais un acte communautaire. Il rassembla les proches et proposa un dîner simple où chacun devait apporter un plat. Carmen soupira en voyant l'effort. « Pourquoi faire cela ?» demanda-t-elle, inquiète d'une mise en scène. Il répondit « Parce que je veux que tout le monde voie que je ne cache pas ce que je fais. » Le repas fut modeste et chaleureux. Les toasts furent sobres. Bernard leva son verre et dit « On a tous des histoires qu'on aimerait réécrire. Lui, il revient pour écrire la sienne autrement. » Ce n'était pas une absolution, juste un constat. Carmen, qui avait regardé la scène avec une certaine réserve, sentit que le village lui rendait un peu de cette dignité dont elle avait tant besoin. Le pas qui suivit fut lent mais décisif. Un après-midi où la fatigue avait roussi les visages, Marc dut faire un choix. Partir pour une réunion importante ou rester pour accompagner les enfants lors d'une visite médicale. Il choisit la visite. Ce choix à répétition, peut-être plus que n'importe quel don d'argent, c'est là dans les actes la parole qu'il avait promise. Carmen remarqua la constance et un jour posa une main sur la sienne. « Merci d'être resté », dit-elle. C'était peu et c'était tout. La décision d'officialiser leur histoire vint naturellement, à la façon d'un couple qui a appris à survivre aux petites crises. Marc n'imagina pas un grand déploiement. Il choisit une demande simple, publique mais sans grandiose, sur la place du village, lors de la fête de la Saint-Jean, devant la foule rassemblée pour les feux. Il avait préparé une table modeste avec des fleurs qu'il avait lui-même choisies et avait invité ceux qui avaient compté. Bernard, Maria, Madame Patricia, les amis, les voisins. Carmen l'observa, méfiante, le cœur en alerte. Il prit la parole sans emphase. « Carmen, je n'ai pas le droit d'effacer ce qui s'est passé. Je ne peux pas te demander d'oublier. Je veux seulement te demander si tu acceptes que je tente d'être ici pour vous, tous les jours, sans condition. » Il sortit une bague simple, pas un bijou ostentatoire, mais une alliance sobre, polie comme un galet. La simplicité de l'objet était son langage. Il parlait d'une promesse sans éclat. Carmen, qui avait longtemps porté la responsabilité seule, regarda les visages autour d'elle, sentit les mains des garçons se serrer, entendit le murmure approbateur de certaines femmes. Elle pensa au chemin parcouru, aux nuits de solitude,
aux rares gestes qu'il avait nous tenus. Elle sentit en elle la fatigue d'une bataille et le désir d'une paix partagée. Elle accepta. Sa réponse fut courte. Oui, mais à mes conditions, tu restes, tu partages, tu n'effaces rien. Ils rirent, parfois pleurèrent, mais ce fut un oui sans goût de revanche. Le mariage qui suivit fut simple. Ils le célébrèrent dans la petite chapelle du village, décorée de guirlandes, avec la même lumière que celle qui avait vu naître les premières disputes et les premiers gestes. Aucun luxe ostentatoire, juste des visages reconnus et des mains serrées. Lucas prit le rôle d'honneur de tenir les alliances. Noah, réservé, lisit un texte qu'il avait choisi, une petite fable sur les retours. Bernard fit un discours qui, sans fioriture, invita chacun à continuer de tenir la matrice fragile de la communauté. C'était une cérémonie d'acceptation publique où Carmen garda son autorité et Marc reconnut sa dette. Après le mariage, la construction d'une vie commune ne fut pas une pente douce, mais un travail de tous les instants. Ils eurent à négocier les habitudes, les rituels, les espaces. Marc apprit à céder sur des choses futiles et à tenir sur d'autres. Il prit la décision symbolique mais pragmatique de transformer une chambre d'amis en bibliothèque pour Noah et d'installer une petite salle d'entraînement dans le garage pour Lucas. Il s'investit, non pas pour acheter la paix, mais parce que chaque geste structuré créait des ponts. Ils inventèrent des rituels, un dimanche sportif avec le village, un repas familial où chacun racontait une chose positive de la semaine, des nuits d'hiver où l'on lisait à voix haute. Les enfants grandirent, évidemment. Lucas, avec son énergie, devint un élément de l'équipe locale. Son talent n'était pas seulement physique, il avait appris à diriger, à écouter, à prendre soin des plus petits. Noah, plus calme, poursuivit son amour des livres. Il passa des heures à la bibliothèque municipale et écrivit, adolescent, des récits modestes qui furent lus par quelques voisins. Leur relation avec Marc se renforça par l'expérience partagée. Blessures soignées par son bras, lectures faites ensemble, disputes sur des devoirs, confidences tardives. Ils n'effacèrent pas le passé. Ils l'inscrivirent dans une histoire plus large. Plusieurs années plus tard, la maison que Marc avait photographiée lors de son premier retour changea d'aspect. Le toit fut réparé définitivement, la porte en bois subsista mais fut remise à neuf. La balançoire du jardin fut peinte à nouveau. Il y eut des cadres sur les murs, photos d'anniversaire, d'excursions, d'étapes simples. Un matin d'été, alors que la lumière lavait la cuisine, Carmen posa sa main sur le ventre et dit doucement « Il y en aura un autre ». Ce n'était pas une décision prise à la légère. L'enfant qui vint au monde, une petite fille nommée Patricia, ne fut pas un trophée. Elle fut le fruit d'une présence qui avait tenu ses promesses suffisamment longtemps. Sa venue fut célébrée par le village comme une rentrée de saison. On vint apporter des repas, des couvertures, on offrit des jouets. Patricia devint, au fil des années, le signe vivant d'une famille recomposée qui avait traversé la méfiance pour atteindre une forme de douceur. Les années qui suivirent furent un montage de petites images qui constituent, au total, une vie. Lucas remporta des championnats locaux, mais ce qui le définissait le plus était sa façon de se pencher vers les plus jeunes pour expliquer un geste. Noah publia, à force d'obstination, quelques nouvelles dans le petit journal régional. Il enseigna plus tard dans l'école du village, revenant pour partager ce que la lecture lui avait donné. Patricia, en grandissant, tissa des liens naturels avec ses frères. Elle découvrit très tôt qu'elle vivait dans une famille qui avait connu la tempête et avait choisi la patience. Marc vieillissait aussi. Sa carrure, encore marquée par le costume et les voyages, s'adoucit. Il n'avait plus besoin de rappeler d'où il venait. On racontait désormais des anecdotes de ses maladresses domestiques. L'homme qui brûlait parfois le pain, celui qui aimait trop la poésie pour la mesurer en équation. Il prenait plaisir à être visible, à nommer les choses simples, à aller à la pêche avec les garçons quand il faisait beau. Les chiffres qui avaient dominé sa jeunesse perdirent leur capacité à le définir. Le vrai capital qu'il possédait désormais était la façon dont sa maison résonnait de rires et de discours mêlés. Le rapport avec Carmen se transforma au fil du temps en un compagnonnage nuancé. Ils eurent des moments de fatigue, des disputes sur l'éducation, des différences sur la gestion des comptes, comme tout couple. Mais ils avaient appris à reparler, à revenir sur leurs désaccords, à accepter parfois de demander pardon. Carmen garda sa dignité intacte. Elle restait la décisionnaire sur beaucoup de points, et Marc apprit qu'accepter ce partage était aussi une forme d'humilité. Ils trouvèrent ensemble que la responsabilité n'épuisait pas la tendresse, que la confiance se renouvelle chaque jour.
Le village, qui avait été témoin de l'arc de la transformation, devint l'allié discret et parfois critique nécessaire. Les voisins vinrent aux anniversaires, aux fêtes, aux commémorations. Quand la vieillesse commença à marquer certains visages, la communauté sut se montrer présente. Madame Rose, qui avait veillé sur Noah quand il était petit, vint souvent pour tricoter aux côtés de Patricia et pour raconter des histoires du temps où le village n'avait guère changé. Le temps, qui avait été l'ennemi initial de Marc, se révéla être aussi son allié. Les années effacèrent peu à peu les accusations les plus vives et laissèrent place à un respect mutuel. Les gens cessèrent de regarder Marc seulement comme celui qui était parti. Ils commencèrent à voir l'homme qui choisissait maintenant la constance. Il y eut des discours, parfois, où l'on rappelait simplement que tout avait un prix. Mais la plupart du temps, les conversations étaient sur les petits bonheurs, les confitures d'été, la lecture du dimanche, les matchs improvisés. Dans les dernières années, Marc se surprit souvent à regarder une photographie encadrée sur la cheminée. C'était l'image prise le jour du mariage, où les 4 silhouettes, Carmen, lui, Lucas et Noah, se tenaient serrés, les visages marqués d'une joie simple. Sur le coin du cadre, Patricia, encore bébé, souriait d'un air de vérité nue. Il posait parfois sa main sur le cadre, comme pour sentir la chaleur d'un temps qui avait coûté. La petite marque au menton qu'il avait remarquée la première fois n'avait pas disparu. Elle était devenue un détail parmi tant d'autres, mais chaque fois qu'il voyait la même fossette sur les visages de Lucas et Noah, il ressentait une émotion complexe, regret et gratitude, mélancolie et allégresse mêlées. La vie prit sa forme la plus ordinaire. Les repas partagés, les rituels, les disputes qui s'étiolaient, les silences qui guérissaient. Marc ne chercha jamais à se refaire une image devant autrui. Il apprit l'art de la modestie, non pas comme humiliation, mais comme douceur. Les enfants, devenus adultes, firent leur choix. Lucas resta proche du sport et trouva sa voie dans l'entraînement des jeunes du club. Noah suivit sa passion des mots et de l'enseignement. Patricia grandit entre ces 2 pôles. Souffle d'une génération pour laquelle le départ et le retour ne constituaient plus un drame mais une légende familiale. Quand les cheveux de Marc blanchirent, la maison ajouta des photos de petits-enfants sur les étagères. Il y avait des berceaux et des trophées de football, des livres tout froissés et des carnets d'école. La porte en bois, celle devant laquelle il avait un jour serré son bouquet fané, avait été réparée avec amour, ses fissures comblées, sa couleur un peu plus vive. Pourtant, la porte conserva sa mémoire. Quand on l'ouvrait, on pouvait sentir le vent des années passées. Un soir d'automne, alors que le soleil descendait bas et que la place du village se couvrait d'une douceur orangée, Marc prit la main de Carmen et la serra discrètement. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur histoire était désormais visible sur la façon dont ils se regardaient. Il y eut, naturellement, des choses qu'aucune réparation ne changea complètement. La douleur d'années perdues resta parfois sourde. Il y eut des nuits où Carmen se réveillait en sursaut, des moments où Marc se sentait submergé par la culpabilité ancienne. Mais ces instants furent moins fréquents qu'avant. Ils eurent appris à les traverser en se parlant, en acceptant de montrer leur fragilité. La longévité de leur engagement transforma aussi la perception que le village avait des secondes chances. Les conversations autour du café changèrent. On parlait moins de jugement et davantage de responsabilité. Les jeunes du village, qui avaient grandi en observant ce parcours, en tirèrent des leçons minuscules mais profondes, que l'absence n'efface pas la possibilité de revenir, mais que revenir exige un travail patient et incessant. Quand Marc fut vraiment âgé, il se promenait lentement sur le chemin qui menait à la maison, tenant la main de Carmen comme on tient d'un trésor fragile. Les enfants et les petits-enfants étaient souvent là, leur voix formant une mélodie nouvelle. Un jour, assis sur le banc devant la porte, il posa un regard sur la plaque de bois vernissée qui avait autrefois fait l'objet de tant d'émotions. Sa voix, lorsqu'il parla, fut basse et sans grandiloquence. « Même si je n'ai pas tout rattrapé, dit-il, j'ai appris que la vraie valeur, c'est d'être. » Carmen sourit, sans réponse nécessaire. Le village se souvenait encore de la silhouette du jeune homme parti 12 ans plus tôt. Mais pour la plupart, la mémoire avait effacé le jugement et laissé la leçon. Il y a des erreurs qui s'avèrent coûteuses et il y a des vies qui se réparent par la durée, non par des gestes immédiats. Les enfants de Carmen n'étaient plus seulement l'objet d'une découverte sensationnelle. Ils étaient pour tous des adultes formés, généreux, attachés à la communauté qui les avait vus grandir. La dernière scène de leur histoire commune fut modeste, comme il se doit.
Un soir d'hiver, autour d'une table où les voix sommeillaient après un repas, Patricia, alors adolescente, posa un album photo sur la table. Les images défilaient. La maison repeinte, la fête de mariage, le ballon perdu retrouvé, Noël, anniversaire. Les petites marques du quotidien formaient maintenant une archive d'une vie. Marc regarda les enfants, les petits-enfants, la maison, et sans fanfare, dit « Je suis content d'être resté ». Il n'y avait là ni repentir théâtral, ni triomphe, seulement une vérité simple. C'était peut-être la plus belle des leçons que la fortune ne pouvait acheter. La richesse qui compte n'était pas l'argent mais le temps donné, la constance d'un présent. Les secondes chances, apprit-on, ne sont pas des cadeaux gratuits. Elles se gagnent par la patience, la présence et le respect des blessures anciennes. Quand Marc levait les yeux vers la fenêtre où les enfants jadis avaient joué, il voyait une vie qui avait repris souffle. Pas parfaite, mais vraie. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait croire, lui aussi, aux secondes chances.